Chers amis, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 6e épisode d'un bruit qui court. Dans l'épisode précédent, Flo avait choisi de fanfaronner en choisissant un sujet tout à fait radiophonique, celui du dessin. Certainement une façon d'exister dans l'ombre de Mathieu qui s'investit chaque jour de plus en plus dans son stage. Ainsi, Flo tient à nous rappeler qu'il était bien là, autour des micros avec nous, tel un enfant qui veut nous signifier sa présence à côté de nous. Je suis là! Dans l'épisode précédent, nous recevions donc Simon et Léa, deux personnes qui, en tant que dessinateurs, avaient choisi de faire de leurs mains leur outil de travail principal. Et vous le savez tous, Flo, c'est quand même un exemple pour moi et je pouvais pas imaginer de faire autrement que de poursuivre dans cette voie thématique. Lèche-botte. Et alors? Mes deux invités du jour ont ça en commun avec Simon et Léa. Leurs mains rendent concret ce que eux ou d'autres imaginent. Loin du marketing et de la communication, ils exercent des métiers traditionnels où le savoir-faire se transmet de génération en génération. Mais avant de passer la parole aux deux stars de l'épisode, il me faut vous présenter mes deux compagnons de micro, sans qui ce podcast n'aurait vraiment pas la même gueule. Salut Flo, salut Mathieu. Salut. Bonjour. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Je vais faire la petite suite de mes petites chroniques de vrai ou faux. Vous allez apprendre des choses en vous amusant. Merci Mathieu et Flo. Et moi je vais te surprendre en disant que c'est une surprise. Eh oui, merci. De rien. Et pour l'heure, revenons à nos moutons. Je vous demande d'accueillir Quentin et Amélie. Bonjour. Je crois que c'est la première fois qu'on finit une intro pile poil en même temps que le jingle. Quelle C'est beauté. Incroyable. C'est magnifique. Comment allez-vous ? Quel talent. Très bien, et vous ? Ça va. Ça va très bien. bug. Et voilà. On est à 2 minutes. Ça va aller. Ça Bon. va. Alors on est super content de vous avoir. De même. Euh, Très content d'être là. On se disait à un autre moment que ça fait un bon moment qu'on avait prévu de vous accueillir dans Un bruit qui court. Et c'était même avant le début de l'émission. Le début du podcast. C'est vrai, c'est les premiers invités que tu voulais qu'on fasse. Quand on a relancé l'idée du podcast, enfin, voilà, on l'a déjà dit, mais le premier invité vraiment qu'on voulait, c'était Alain Chabat. On le redit, si jamais Alain, tu nous entends, si tu nous entends, n'hésite pas à nous contacter au 06... Non, on va pas... Pas tout de suite. Non, mais ouais, Vince nous avait parlé de vous très tôt, quand on a lancé l'idée du podcast, en disant que vous aviez des choses intéressantes à transmettre et que vous seriez en plus intéressé pour partager vos aventures de vie et votre métier. C'est ça. Avec grand plaisir. Trop cool. Alors dites-nous un petit peu, qui êtes-vous et de quoi on va parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler métier manuel. Ouais. Donc, dans deux domaines différents. Donc, moi, c'est Quentin. Aujourd'hui, je suis soudeur. Soudeur, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'assembler par fusion deux pièces métalliques ou autres par arc électrique et liquéfier cette matière qui est à la base dure pour la fusionner l'une à l'autre. On y ajoute un métal pour faire la liaison entre les deux. Voilà. Et tu travailles où actuellement ? Donc, actuellement, je travaille en pétrochimie à Donge, dans la raffinerie de Total. Donc, pour fabriquer de l'essence, entre guillemets, quoi. Utile pour tout le monde. Oui, parce que sans ça, on n'avance pas. toi tu installes des tuyaux qui permettent à l'essence, c'est ça De naviguer. Alors, c'est ça. La raffinerie est divisée en plusieurs unités. Il y a des tuyaux partout. Il y a 32 000 km de tuyaux. Faut savoir, dans la raffinerie. C'est pas concret. Ça fait beaucoup. Et voilà, elle passe par plusieurs étapes, plusieurs transformations. Et ces tuyaux permettent d'acheminer le produit d'une unité à l'autre, d'une machine à l'autre. Et c'est de l'essence. On part du gasoil. pétrole brut. Pétrole brut qui arrive par bateau, qui est ensuite raffiné de différentes façons afin de produire kérosène, diesel, essence et autres. Est-ce que tu as une promo quand toi tu achètes ton... Malheureusement, non. Et toi Amélie, dis-nous tout. Donc moi, Amélie, 26 ans, je suis menuisière. Donc je suis plutôt spécialisée dans l'agencement intérieur. C'est tout nouveau pour moi parce que je suis en reconversion, donc encore apprentie. J'ai commencé l'année dernière. Et donc, dans mon entreprise, on travaille beaucoup. Donc, l'agencement intérieur, ça peut être des cuisines sur mesure, des salles de bain, des meubles de dressing, des verrières, etc.
Donc tout est sur mesure et on travaille autant du panneau de bois que du bois massif. Donc voilà, on peut faire énormément de choses. Donc pas de la production en série, plutôt de la pièce un peu unique. Unique. On fait jamais de série. C'est vraiment chaque client a son projet et on peut aider autant les particuliers que des bureaux, faire des cuisines pour les pros ou du rangement, voilà. Donc un travail techniquement, j'imagine, assez riche, assez intéressant. Très intéressant. Oui, on a plusieurs méthodes de faire en fonction du projet, des envies, du rendu final de chaque client. Ouais, c'est vraiment tout adapté sur mesure en fonction de la demande, quoi. Carrément. Quentin, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, donc toi t'as dit chaudronnier soudeur, C'est ça. c'est ça? Est-ce que tu peux Actuellement, nous dire soudeur. avec quel un peu corps de métier tu travailles au quotidien? Alors au quotidien, sur la partie terrain, on va plus travailler sous forme de binôme. Donc moi je travaille essentiellement avec un tuyauteur qui va réaliser la préparation des tuyaux. Dans ce domaine-là, il y a aussi les chaudronniers qui, eux, sont plus sur des grosses œuvres, des machines, des structures. C'est le soudeur, le chaudronnier, le soudeur, le tuyauteur fonctionnent de pair. L'un apporte la structure, l'autre la soude. Enfin, c'est un travail d'équipe, quoi. Et il y a aussi les monteurs qui, eux, sur place, vont faire tout ce qui est assemblage. Donc une fois que toutes nos tuyauteries sont sorties, on n'a pas forcément les compétences de levage pour les mettre en place ou voilà, mettre la boulonnerie, enfin tout ça, c'est pas forcément nous qui le gérons, donc il y a les monteurs. Donc c'est à peu près 4 métiers, dont 3 qui sont quand même en lien direct ensemble, qui travaillent vraiment ensemble. Mais voilà, pour la partie terrain, c'est à peu près ce qu'on retrouve. Donc plutôt un travail d'équipe. Toujours un travail d'équipe, on peut pas travailler, ou du moins compliqué de travailler seul. On peut pas à la fois pointer, préparer, souder, sinon ça serait très long, voire des fois pas faisable. Et pour des questions de sécurité aussi, j'imagine. Pour des grosses questions de sécurité, hein, on travaille le feu, on est en contact avec le feu, des produits, des environnements explosifs. Donc c'est aussi une question de sécurité. Il t'arrive de rentrer dans le tuyau pour souder? Alors ça m'est arrivé. Aujourd'hui, c'est déconseillé. Ouais. Un tuyau, c'est un espace confiné. Un espace confiné avec de la soudure, ça rajoute des fumées, donc on diminue le taux d'oxygène et c'est un gros risque d'asphyxie en général dans les tuyaux. Dans les grandes capacités, dans les gros tuyaux où on peut être debout, j'ai envie de vous dire oui. Dans les tuyaux où vous rampez dedans, ça commence à être très compliqué. Je l'ai fait une fois, je le conseille pas, quoi. Aujourd'hui, je le referai plus. Et j'imagine que tu l'as fait parce que t'avais pas le choix. Une nécessité, une reprise de soudure qui a été faite, qu'il fallait faire pour justement avoir une conformité dans cette soudure. Et j'imagine qu'il y a des formations un peu particulières sur l'aspect sécu dans vos métiers, ou c'est des trucs que vous apprenez en formation un peu de base? On a beaucoup de formations. Ouais. Tout travaux, il y a sa formation travaux en hauteur, il y a une formation travaux en hauteur. Travaux en capacité, il y a une formation de travaux en capacité. On t'apprend vraiment les bases que tu peux rencontrer, les dangers et comment les contourner ou du moins y faire face. C'est un métier où aujourd'hui le danger il est constant, il est réel et faut faire avec. Faut faire avec et voilà, il y a plein de façons de faire pour le contourner ou du moins le diminuer. Le supprimer n'est pas forcément toujours possible. Ouais, j'imagine. J'imagine qu'en menuiserie, c'est un peu la même chose. Il y a des risques. Ah oui. Tu peux perdre tes doigts, Pas les mêmes, par exemple. Par exemple, il faut faire très attention avec les machines surtout. Après, aujourd'hui, il y a énormément de protections qui existent. C'était pas le cas il y a encore quelques années, donc il faut les mettre, que ce soit des protections collectives ou individuelles. Mais il y a aussi pas mal de produits chimiques, tout ce qui va être vernis, de l'acétone par exemple pour nettoyer. Enfin, faut mettre un masque quand tu utilises des produits chimiques. Donc oui, c'est pareil, faut faire attention. Et est-ce qu'avec tes collègues qui sont plus âgés, par exemple,
C'est pas un sujet un peu des fois où genre ça peut les saouler. Enfin, vous êtes peut-être plus sensibilisés, un peu les Oui. nouveaux sur ce sujet-là. Oui, carrément. Bah, eux, ils n'ont pas grandi dans le métier, je veux dire, avec toutes ces protections. Donc, c'est vrai que ils vont à la scie, ils ont les doigts à côté de la lame, ils n'ont pas peur, quoi. Nous, on n'a Ils pas. ont plus que 2 doigts, donc. Bah oui, il y en a des comme ça Ils qu'on sont a déjà le cours des mal. doigts en Il y en a moins. plein. Souvent, Il y en a oui, plein. dans Ah les ouais. entreprises, oui. Les anciens, ils ont au moins un doigt en moins. Enfin, un bout de C'est un doigt. signe de qualité. Cette personne a vraiment travaillé pendant des C'est années. clair. T'es ancien de combien Moins de doigts. Ah ouais, pas mal. Ah, t'es proche de la retraite alors Non, et ça permet aussi, nous, de les sensibiliser à dire la retraite, c'est pas maintenant, donc Oui, oui. garde tes doigts. T'en auras besoin. Ils y sont sensibles ou genre Ça dépend les les saoule. personnalités. Ouais. Y en a qui vont dire qu'on a raison, et d'autres, bon, c'est bon, ça fait 50 ans que je travaille, Ouais, je Pas toi gère. qui va je m'apprendre, gère. quoi. Voilà. Et on parlait du travail en équipe juste avant. Est-ce que toi, tu travailles en équipe ou est-ce que tu fais un peu tes pièces de A à Z, en quelque sorte? C'est très rare, mais ça peut arriver. Mais souvent, déjà, le travail d'équipe, il commence par les dessins, parce que tous les plans, ça vient des bureaux d'études. Ouais. Donc, c'est pas du tout la partie de l'atelier. Et après, même à l'atelier, on va travailler très souvent en équipe. Il y a une personne qui s'occupe de faire le débit du bois. Et après, par exemple, cette semaine, j'ai fait une cuisine et on était 4 dessus. Il y avait une personne qui s'occupait d'assembler les caissons de la cuisine. Ouais. Donc en panneaux de mélaminé, c'est pas vraiment du bois massif. Et on était 2 autres personnes à faire les prises de main, donc une poignée qui est intégrée dans la façade de la porte de la cuisine. Donc là, c'était en bois massif. Et donc on a géré cette partie-là. Il y avait une autre personne qui s'occupait de fabriquer justement les portes des petits caissons. Donc on est plusieurs sur le même chantier, mais chacun a sa petite mission. Et j'imagine que travailler les poignets, toi, tu faisais partie de cette équipe-là. C'est un Oui. travail techniquement qui doit être super intéressant. Oui, c'est trop bien. Déjà, on se bat un petit peu entre guillemets pour travailler le bois massif. Donc quand on me dit que je fais la mission des poignées en massif, c'est vrai que c'est très intéressant. Après, il y a toujours le côté où... Donc, nous, on travaille et du chêne et du hêtre beaucoup. Le chêne, c'est beaucoup plus joli que le hêtre. Là, notamment, c'était du hêtre et on savait que c'était à peindre derrière. Donc, esthétiquement, s'il y a des petits défauts sur le bois, c'est pas très grave parce que derrière, c'est peint. Rattrape. Mais voilà, ça se rattrape. Mais tous les petits usinages, quand on passe à la machine, il faut quand même être hyper précis parce que ça se voit, quoi. C'est quoi Et ta machine préférée ou ton outil préféré pour le bois Je aussi sais pas, je dirais peut-être la toupie parce qu'on peut faire plein de choses avec. Ou donc là, par exemple, c'était de la toupie. Je sais pas si vous voyez un petit Ouais, peu. je Tu explique peux un peu nous ce que c'est. expliquer Ouais, parce que nous, on voit très bien, mais c'est les gens qui nous écoutent, tu Oui, c'est comprends, tout ça. La toupie, moi j'imagine plutôt en maçonnerie, mais on est sur un autre corps de C'est métier peut-être moins encore. raffiné. C'est autre chose. Oh, raffiné. Je l'explique Non, je rigole, ça va. C'est Donc, parce qu'ils sont manuels qu'ils sont cons. C'est quoi ce cliché, Vinci? On y viendra après. la toupie, on est sur un arbre principal qui va être l'axe de rotation de l'outil. Et donc, l'outil, ça va être une lame qui va permettre de faire des usinages. Donc, par exemple, des moulures, des petites rainures pour insérer justement la poignée que j'ai fait. Des feuillures pour faire, par exemple, des menuiseries. Parce qu'on fait aussi des menuiseries, ça nous arrive. Voilà. Et la toupie, c'est vraiment l'outil qui va permettre de faire énormément de choses. C'est plus complet, quoi. C'est un volume, ouais, c'est très complet et elle est assez grande, donc ça permet de faire et des petits projets et des plus gros projets comme une porte ou des volets. Est-ce que, si j'ai bien compris, ça peut s'apparenter aux fraises qu'on met sur nos défonceuses Oui. Ouais, c'est ça. C'est la défonceuse, c'est un peu une toupie mais portative, Une petite une toupie. toute petite. Oui. Et j'allais dire, j'hésitais entre la toupie et la défonceuse, mais vraiment la toupie c'est un peu plus complet et
tu peux faire plus de choses, quoi. Mais la défonceuse, c'est pareil. T'as plein de Trop bien petits comme jouer la outils. défonceuse. Avec le nom, Ouais, j'adore. Tu dis ça à un gars qui a eu une défonceuse il y a pas longtemps, qui était trop content et qui commence à se foutre dedans et à dire oh bah en fait. Ah, puis quand tu commences à bien l'utiliser, à savoir toutes les petites caractéristiques, bah en fait c'est hyper intéressant. C'est ça le plus dur, mais. Oui. Mais une fois que quand tu commences à jouer avec Quand ça, tu comprends. enfin, je dis jouer, mais travailler, mais parce que nous c'est vraiment en amateur qu'on fait ça. On se détend. Ouais. Là, on utilise plein de termes techniques. Est-ce que quand vous parlez ensemble, vous pouvez avoir des métiers qui se ressemblent, qui peuvent être un peu similaires à certains égards. Est-ce que vous vous comprenez ? Pas toujours. Non, pas toujours. On se comprend sur la partie plan. Enfin, si elle me montre un de ses plans, je vais le comprendre. Parce que nous aussi, on étudie des plans. Donc, on se comprend là-dessus. Maintenant, les termes techniques, c'est propre à notre métier. Si tu le vois pas, c'est comme du vocabulaire, faut l'apprendre. Compliqué. Quand elle essaye de m'expliquer des choses qu'elle a réalisées aujourd'hui et je visualise pas, j'ai pas d'appui visuel, compliqué. Après, elle essaye avec un petit dessin, c'est un peu mieux. Voilà, enfin. Et je prends des photos. Ouais, prendre des photos. Mais là, c'est parlant, quoi. Mais non, c'est vrai je peux lui parler 4 heures de soudure, de ce que je fais, de comment je fais. Elle s'endort. Je l'ai perdu. Mais ça vous intéresse quand même le métier de l'autre ? Enfin, j'imagine que Non, oui, pas à du minima, tout. mais. Non, mais genre. Non, mais oui, en effet, Vous y parce que retrouvez, pour nos auditeurs, vous êtes un couple. Oui, voilà. Oui, voilà. Ouais. Ah ouais. Mais oui, parce que peut-être que là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi en fait, bref, Mais vous êtes un couple, donc c'est-à-dire que vos discussions le soir, autour de votre soupe, vous parlez de. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? Du métier, c'est ça, ouais. C'est vrai, beaucoup ? Oui, bah oui. Ouais. Bah oui, après, je pense dans tous les couples, on parle de sa journée en règle générale. Après, on a l'avantage d'avoir des métiers manuels où on fait des choses concrètes avec nos mains, donc c'est toujours intéressant de dire ouais, aujourd'hui je suis content, j'ai fini ça, c'était un beau projet. On raconte nos petits tips, nos petits moments de rigolade, nos moments de colère. J'ai foutu le feu. Ah oui, les moments de colère. On va en parler, vas-y. Oui, les moments de colère, ça peut arriver, bien sûr. Enfin, moi, plus que ma compagne. Raconte-nous. Je peux avoir des moments de colère, ouais, c'est vrai. Notamment sur site, sur chantier, où ça se passe pas comme toi tu le vois, comme prévu. Il peut y avoir des aléas, la météo est un gros facteur déjà. Ouais. Les mauvaises prises de code qui peut être fait en amont, et bon, après, voilà, l'erreur est humaine, mais elle peut te rendre un peu colérique. Ça arrive. Tu travailles à chaque fois en extérieur, toi, à chaque fois. Alors, il va y avoir tout ce qui est partie pour fabrication, donc qui se fait dans un atelier. Et après, la pose sur site, en extérieur. Donc, pas de protection pour la pluie. Enfin, c'est à toi de t'adapter. Bâche, tout ça, quoi. Et la soudure à l'arc électrique, c'est pas avec la pluie, il n'y a pas de problème. On va dire que... En soudant du métal avec de l'électricité, je vois aussi. Ouais, alors, tu peux prendre des petites châtaignes, hein. Ça va de soi. Dit-il avec un grand sourire. Il est content. J'adore ce moment-là. Non, il est pas agréable, hein. Honnêtement. Essayer d'avoir des gants secs, mais bon, c'est compliqué de les garder secs par forte pluie. Maintenant, il y a des procédés qui sont plus à même à être utilisés avec un peu de pluie. Par exemple, l'arc, qui est plus approprié pour des intempéries, entre guillemets. C'est un vieux procédé qui est efficace aujourd'hui. On a d'autres procédés qui utilisent des gaz, notamment le TIG ou le MIG-MAG. Et là, c'est plus compliqué parce que le vent va être un facteur... moins il y en a, mieux c'est. Et plus il y a de vent, si on n'arrive pas à se protéger comme il faut, ça impacte la conformité de notre soudure. Je sais pas si c'est un truc que j'ai un peu inventé, mais je crois que j'ai déjà vu de la soudure sous l'eau. Ça existe ? Ça existe. Ouais. Et c'est incroyable. Ça a l'air incroyable. Ça fait quoi ? Mais on parle de l'arc, justement. Il va y avoir un procédé qui est plus adapté, donc l'arc. Des baguettes bien spécifiques, donc parce qu'il faut arriver à souder sous l'eau. Ouais. Mais c'est un métier, je pense, hyper passionnant, très niche et très très dangereux, mais il a l'air vraiment intéressant, ce métier. Vraiment. C'était l'une des idées que j'avais eues. Maintenant, pour y accéder, c'est assez compliqué. Tu dois pas en avoir beaucoup des chantiers comme ça aussi. Étonnamment, si. Ah ouais ? Étonnamment, il y en a beaucoup. Les bateaux, les coques, des petites réparations, des fois, tu sors pas le bateau. Ouais. Tu vas le faire en direct sous le bateau.
Les canalisations, des fois même dans les villes, les égouts. Ouais. Il y a des barreaux qu'on lâchait, enfin, faut y aller, quoi. Même, ça peut être que... Enfin, ce métier-là, il y a de la soudure, mais il n'y a pas que. Il y a aussi tout ce qui est... on sait qu'il y a un problème, mais on ne sait pas c'est quoi, et il faut qu'on aille voir. Parce qu'on ne peut pas envoyer d'image. Enfin, du moins, difficilement. Maintenant, avec les drones, je pense que c'était un peu plus simple, mais avant, c'était forcément un scaphandrier qui y allait, et il allait voir le souci. Eh bah écoute, on l'a pas dit, mais vous venez de Saint-Nazaire. On vient de Saint-Nazaire. Donc pas très loin des chantiers. Des chantiers de l'Atlantique. Ça peut être une idée, hein. C'est une idée. Ah ouais. Pourquoi pas. Ah ouais. Je m'arrêterai pas à une raffinerie. Peut-être 2. Peut-être 2, 3. Voilà. Et puisqu'on parle de projets un petit peu particuliers, on avait déjà échangé, Amélie, toi t'as bossé sur l'église Notre-Dame. Oui, tout à fait. L'église, pardon, la cathédrale. La cathédrale. Truc de Oui. fou. C'est vrai qu'on a eu la chance avec mon entreprise de fabriquer des trappes qui sont malheureusement pas visibles au public, mais le fait d'avoir travaillé dessus, c'est quand même une belle fierté. C'est des trappes qui permettent d'accéder à des fils électriques. Et elles sont situées au sous-sol, donc personne ne les verra. mais voilà, on a également fait 1 ou 2 portes en bois massif pour le sous-sol également. Et des plaintes, des petites plaintes que vous pouvez voir à la cathédrale Notre-Dame. J'ai hâte d'aller voir. C'était prévu que ce soit en sous-sol ou c'est parce que c'est raté qu'ils les ont mis là? Non, Non, ça- c'était prévu. Justement, j'allais dire, est-ce qu'il y a une petite pression particulière quand tu bosses sur un truc comme ça, ou c'est genre la même chose que d'habitude? Alors, pour moi, non. Peut-être pour mon patron, peut-être. Grande confiance. Moi, non. C'est un projet enfin, pas un projet comme un autre, ça reste unique, mais c'est, je veux dire, on est aussi professionnel pour un client particulier que pour la cathédrale Notre-Dame. Puis tous les projets sont uniques au final. Oui. Donc que ce soit ça ou autre chose. Ouais, mais bon, celui-là, quand même, il va rester normalement en place très longtemps, bien plus longtemps que la cuisine de monsieur ou madame. Peut-être, ouais, effectivement. Et du coup, il y a des choses particulières sur quand tu bosses sur de la rénovation du vieux bâtiment comme ça. Des vieilles au niveau techniques des techniques, pas forcément. Ça va surtout être peut-être le vieillissement du bois. Ok. On a ajouté une teinte sur les portes et sur les trappes pour foncer le bois. Parce qu'on travaille le chêne, ça reste un bois clair. Et ben voilà, le bois ancien, souvent c'était foncé. Donc, pour lui donner un côté plus vieilli. Voilà, pour retrouver la couleur de l'ancien. On va faire une petite pause dans notre échange pour passer la parole à Mathieu. Bonjour. Donc, nous revoici pour la chronique du vrai ou faux. Donc, pour rappel, je vais vous donner la question du mois dernier. Exactement. La question qui était laissée en suspens. Alors donc, un fromage français était tellement puant qu'il a été interdit dans le métro parisien. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Pour moi, c'est faux, c'est trop gros. Mais C'est vrai. Ouais, il y a quand même. c'est vrai que c'est gros, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Ah, il n'est pas si gros que ça, mais oui, c'est vrai. Moi, je C'est pense vrai. que oui, ça peut être vrai. En effet, c'est vrai, vous avez raison. Bien joué. Donc le coupable s'appelle le Vieux Boulogne. Donc le Vieux Boulogne, il a été désigné par les scientifiques britanniques comme le fromage le plus odorant au monde. Et oui, c'est une vraie performance nationale cocorico. Mais voilà, on va s'arrêter juste 2 minutes quand même sur ce petit phénomène. Donc c'est pour faire une petite pub. Donc c'est le Vieux Boulogne, c'est un fromage français au lait de vache, de forme carrée. Donc et pourquoi cette odeur? C'est qu'en fait, il est régulièrement lavé à la bière de Frometon. Oui, Frometon, je sais. Voilà, donc c'est ça qui donne vraiment l'odeur à caractériser. Donc il est produit dans le Pas-de-Calais, il est dans une crèmerie qui est chez Philippe Olivier, affineur à Boulogne-sur-Mer. Salut Philippe. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Si tu nous écoutes, n'hésite pas à nous signaler. Exactement. Si tu veux nous envoyer un fromage. Une autre question qui
peu teasing pour tout à l'heure, donc c'est vrai ou faux par rapport au Tour de France à vélo. Donc un coureur du Tour a gagné une étape parce que tous ses concurrents se sont arrêtés boire un coup au troquet du coin, sauf lui bien sûr. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Non, c'est faux. Bah oui, c'est faux. Je dirais que c'est vrai. Ouais, je pense que ça peut être vrai, mais c'est vieux. C'est Bien dans les joué. premiers Tours de France, je pense. Toi, t'es fort. Ah, T'es merci. fort. C'est vrai. Alors nous sommes en 1935 et à l'époque, il n'est pas rare que les coureurs s'arrêtent dans un café pour se rafraîchir. Lors d'une étape caniculaire entre Pau et Bordeaux à Le Barbe, un stand de bière est installé. Le peloton s'arrête, sauf le Français Julien Moineau qui continue sa route et remporte l'étape. Mais pour la petite histoire, le petit secret, c'est que le fameux stand de bière, il était installé par des copains de ce fameux Julien Moineau. C'est moche. C'est bien joué, moi je trouve que c'est bien joué. C'est la limite de la triche. Peut-être. Pas très fair play. C'est trop tard, il y a prescription. Allez, une autre question. Vrai ou faux spéciale élection normalement, au moment où vous écouterez cette émission, on sera en plein ou juste avant, juste après, élection municipale. Donc, vrai ou faux ? Est-ce que un chien aurait officiellement été inscrit et aurait pu voter à des élections en France ? Un chien. Vrai ou faux ? Pour la blague, oui. Ça me semble un peu tiré par les poils. Non, c'est faux. Alors, ce n'est pas une blague, mais c'est bien vrai. Donc, c'est aux primaires des Républicains en 2021. Donc, il y a eu plusieurs irrégularités, dont la présence d'un chien sur les listes et de gens décédés. Pour petite info, donc c'était Valérie Pécresse qui avait été élue. Et après, on s'étonne qu'on dise qu'il Voilà, triche voilà. aux élections. Et oui, c'est beau. Et la dernière question, vous aurez la réponse à la prochaine émission. Vrai ou faux ? Vous connaissez les pizzas hawaïennes ? Avec Ouais, de l'ananas, l'ananas, mais là. oui. Vous en avez déjà mangé ou pas ? Oui. Une fois. Oui, ça oui. m'a suffi. Hier Attends. soir, C'était pas une hawaïenne de nom, je crois, mais oui, il y avait de l'ananas dessus, donc oui, aussi, on a... Vrai ou faux ? Les pizzas hawaïennes ont été inventées au Canada. La réponse au prochain épisode. Oui, merci à vous. Merci Bisous. Merci. Mathieu. Merci. Alors sans transition, je sais pas comment on passe de Hawaï à la suite de notre échange avec Quentin et Amélie. Moi j'avais envie de vous poser une question pour cette deuxième partie. Quand vous étiez gamin, vous vouliez faire quoi comme métier ? moi je crois que c'était vendeuse. Un peu bateau, mais petite vendeuse. Moi, c'était un rêve de gosse pompier. Ok. Combattre le feu, sauver les gens, surtout, je pense, combattre le feu. Finalement, c'est moi qui le fais maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour changer comme ça ? Bon bah après, quand on est entre enfants et adultes, c'est du changement évidemment, mais racontez-nous un petit peu. Eh bien, moi j'étais quand même un petit peu sur cette voie. Ouais. J'ai fait des études de commerce, j'ai travaillé dans une agence immobilière, donc pas en tant que vendeuse de maison, mais j'étais assistante location et vente, et j'ai beaucoup aimé ce rôle un peu central dans une agence immobilière. Le travail d'équipe, la relation client, visiter des maisons, hein, c'est un petit peu curieux de... Voilà, tu joues la curiosité pour aller voir ce qui se passe chez les voisins. Et j'ai eu envie un jour d'arrêter. J'en avais un peu marre, je pense, d'être derrière le bureau, de faire des dossiers, de justement cette relation client. Je pense que c'était trop. J'avais envie de fabriquer de mes mains. Et donc, c'est assez récent. J'ai fait une reconversion. Donc, j'ai tout arrêté du commercial pour devenir menuisière. Voilà, bon, c'est pas simple comme étape dans une vie. Il faut quand même changer toutes ses habitudes. Mais je me suis fait aider déjà moralement, parce que c'est pas facile tous les jours. Financièrement, voilà, on m'a aidé à trouver une entreprise, notamment pour refaire mon alternance. Ouais. Donc voilà, je ne regrette pas du tout ce choix. Je suis très contente de cette nouvelle vie. Et c'est venu d'un coup, c'est venu petit à petit. Il y a eu un élément déclencheur.
Je pense que l'élément déclencheur, ça a été l'ambiance dans l'équipe de mon ancienne boîte. Voilà, j'avais envie d'être un peu plus autonome dans mes journées. Et pourquoi le bois et pas la soudure? Alors, je trouvais... Non, mais c'est vrai que je me suis demandé au début de ma reconversion, j'ai envie de faire un travail manuel, mais il y en a plein, des travaux manuels, pardon. Donc, qu'est-ce que je choisis? Et le bois, ça a été la matière qui m'attirait le plus. Assez divers, enfin, on peut faire plein de choses, j'en parlais tout à l'heure, comme du massif, des panneaux, donc voilà, on peut faire énormément de choses avec le bois. Et est-ce que, avant d'entamer cette reconversion, t'avais déjà travaillé le bois? C'est un truc qui t'était familier ou pas du tout? Pas tant. Ah ouais. Vraiment pas beaucoup. Je suis pas bricoleuse à la base. Mais ça nous est arrivé une fois de faire 2 tables de chevet tous les deux. Mais c'est tout ce qu'on avait fait. Enfin, je m'étais occupée de la table en bois et Quentin avait fait les pieds en inox. En inox. Yes. Un petit doute. Voilà, notre premier projet en duo. Et toi, les tables, ça te parle parce que t'as eu un projet de fin d'études. Oui, c'est C'était vrai. une table aussi. le CAP de l'année dernière, fallait faire une table triangle, très originale. Voilà, j'ai eu 18. Oh, Bravo. Félicitations. Est-ce qu'il y a un petit stress quand on fait un truc comme ça en fin d'année? Tu t'y travailles longtemps, tu te fais confiance, c'est comment? Y a un stress, oui, parce que ça se passe jamais comme on voudrait. Après, à l'atelier du CAP, c'est quand même assez... pas facile, mais on te met à l'aise. Déjà, toutes les machines sont pointées, donc faut juste savoir allumer la machine. Ça veut dire quoi qu'elles sont pointées? Elles sont réglées. Ah oui, d'accord. Elles sont réglées pour faire les usinages à faire. Donc, tu as juste à savoir allumer la machine et savoir dans quel sens tu mets ta pièce et bien mettre les protections. Voilà. Donc, après, faut savoir aussi dans quel ordre tu vas faire tout ce qu'il y a à faire pour que ça soit le plus fluide possible, quoi. Et toi, Quentin, comment on passe de vouloir éteindre des feux à en allumer, finalement? Moi-même, je sais pas. Je pense que c'était surtout plusieurs échecs qui m'ont amené où je suis. Quand j'étais petit, c'était être pompier, le métier un peu bateau. Enfin, bateau pour certains, le rêve pour d'autres. Finalement, sorti du collège, j'étais plus du tout dans cette optique-là, hein, bien évidemment. Non, j'aimais bien tout ce qui était maths, physique, SVT, les matières de sciences, et donc je me suis dit pourquoi pas m'orienter dans l'ingénierie, innover, inventer, travailler sur des gros projets. Finalement, le lycée m'a rattrapé et j'ai un peu lâché cette affaire. Ouais. Mais j'ai trouvé une voie qui me paraissait plutôt bonne, donc dessinateur projeteur. Le fait de faire aujourd'hui des plans et après l'atelier les réalise. Donc c'était la voie que je m'étais un peu tracée. Donc les gens avec qui tu bosses aujourd'hui, exactement. En gros c'est ça, c'est le métier qui fait les dessins de ce que toi tu réalises ensuite. C'est ça, ouais. Donc je me suis orienté là-dessus, je suis parti sur le BTS, conception et production industrielle. Oui, tu dis que tu as lâché le lycée, mais tu es quand même allé jusqu'au bac. J'ai lâché, on va dire, cette envie de vraiment... à fond l'école, on pousse au maximum les études. Ouais, ok. Plutôt, au lieu de faire un faut master. passer par le bac, donc on va y aller, mais... Voilà. Oui, t'as quand même eu ton bac. J'ai quand même eu mon bac, bien sûr. J'ai pas arrêté scolairement, mais j'ai plus lâché mon rêve d'ingénieur, entre guillemets. Et donc je me suis orienté sur ce BTS que j'ai démissionné et abandonné au bout de 6 mois. La réalité, voilà, c'est que je voulais pas rester derrière un bureau. 8 heures derrière l'écran, c'était assez compliqué. Et il y a aussi la claque que l'on a pu prendre, enfin du moins que moi j'ai pris personnellement dans une boîte, je vais pas la citer, mais on a fait notre petit stage de 2 semaines et pendant ces 2 semaines-là, on m'a fait comprendre que la réalité c'était pas ça. Enfin,
on m'a dit vous apprenez quoi à l'école, quoi. Compliqué. Donc t'as laissé tomber. J'ai laissé tomber. Enfin, t'es passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. Ouais. Je suis parti dans le sport, une année pour préparer un BPGEPS. C'était sympa, mais j'ai arrêté pareil. Ok. Année de césure entre les deux, enfin après ça plutôt, et je suis parti dans l'associatif, faire un service civique, encadrer des jeunes. Bonne expérience, mais pareil. Arrêté. Faute des parents, je pense. Très compliqué. Laissez-nous gérer, s'il vous plaît. Chacun petit son message. métier. Chacun son métier. Ouais, c'est ça. Votre enfant ne sera pas le futur Mbappé ou qui sais-je. Et puis c'est des enfants, ils sont là pour s'amuser. Ils sont là avant pour tout. s'amuser, évidemment. Et puis les encadrants, ils sont là aussi pour encadrer, leur apprendre des choses. S'il y a papa qui crie à son fils de faire comme ci, de faire comme ça, qu'à la fin il aura un coca, c'est compliqué. Nous, ça gâche tous nos plans. Alors il vaut mieux une bière, quoi. Et du coup, après cet échec, la conception me plaisait de base, donc du côté du BTS, ça m'avait plu, et je me suis dit pourquoi pas la faire de mes mains. Donc je suis parti sur un bac pro chaudronnerie, au compagnon du devoir, et voilà. Donc après la chaudronnerie amène la soudure. Voilà. Ça va ensemble presque. Ça va ensemble, ouais. C'est un peu la seule formation aujourd'hui qu'il y a le chaudronnier qui a un diplôme, niveau bac, quoi. Il n'y a pas pour tuyauteur, il n'y a pas de formation niveau bac, ça va être un titre professionnel, il me semble. Et soudeur, il n'y a pas de diplôme. C'est tu apprends un peu quand tu es en chaudronnerie, et si tu veux te perfectionner, il faut passer des licences qui vont confirmer. Donc tu passes par la chaudronnerie quoi qu'il arrive pour en arriver là. Quoi qu'il arrive par la chaudronnerie. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après tu repasses des certificats. Des certificats, ouais. c'est de la spécialisation, entre guillemets, quoi. Ok, ouais. Il y a un truc qui va vous plaire dans la chaudronnerie parce que la chaudronnerie est très vaste. Par exemple, là, la soudure, et on s'oriente sur les petites formations annexes qui te permettent de te perfectionner. Puis j'imagine que dans le milieu dans lequel tu exerces, ça doit être des formations différentes aussi. Là, t'es dans la raffinerie, mais si t'es dans la pharmaceutique ou dans l'automobile, ça va être encore des choses différentes, quoi. C'est ça, ouais. Il y a différentes façons de faire. Enfin, pas de façon de faire. Le métier reste le même. La soudure reste de la soudure. Mais ça va être plus tout ce qui se joue autour. Par exemple, pharmaceutique, faut pas ramener des bactéries de l'extérieur à l'intérieur. Donc il y a c'est des protocoles qui sont différents. L'alimentaire, c'est pareil, pour pas ramener quelque chose dans notre nourriture. C'est des protocoles, des bleus différents, des blouses, des surchaussures, des charlottes. Enfin voilà. Mais après, ça reste de base le même métier, c'est juste l'environnement qui change. Ouais. Et vous parlez, on va bientôt arriver à la fin de cet échange, mais vous parliez, tu parlais là des compagnons, vous avez tous les deux une expérience avec les compagnons. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Je vais vous expliquer un peu le concept. Ouais. Le concept. Il est très simple, hein. Le concept, les compagnons, c'est une école... autre que le domaine public, entre guillemets, c'est pas une voie classique, c'est une voie un peu plus poussée, je dirais, du métier manuel. Pour moi, il n'y a pas de débat. Si vous voulez vraiment vous lancer sur un métier manuel, orientez-vous directement chez les compagnons. Pour moi, c'est la meilleure école pour apprendre, pour se perfectionner. Maintenant, il y a des on-dit, c'est une secte. Oui. Alors, est-ce que c'est vrai ? Chacun a son point de vue. Chacun a son point de vue. Pardon. On voit les sectes comme quelque chose de mal. Là, est-ce que le fait que les gens sont très métiers, très boulot, très professionnels, est-ce que c'est une secte du travail ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont très orientés travail et camaraderie. C'est une communauté. C'est une communauté, voilà. C'est-à-dire que les gens, ils y vont très jeunes, généralement 13-14 ans. Ils y ressortent 8-9 ans après de leur Tour de France avec une expérience enrichie et derrière, ils enseignent, quoi. Donc c'est vraiment très fermé, il n'y a pas forcément trop d'intervenants extérieurs, ils essayent vraiment de transmettre ce qu'ils ont appris juste avant. C'est ça, c'est plus qu'il y a un côté entre soi, entraide, solidarité. C'est un beau côté, franchement. T'as ressenti ça toi aussi, Amélie, Oui. ou pas ? Ouais. Alors après, moi c'est différent de Quentin parce que comme j'ai fait une formation pour adultes, j'ai pas accès à
toute la vie collective du soir, on va dire. Moi, je dormais pas à l'école. C'est vraiment les compagnons de 8h à 17h, quoi. Donc, j'ai juste accès à l'expertise, au savoir-faire des compagnons. Et il y a aussi le côté collectif, évidemment, mais beaucoup moins, je pense, que quand tu vis là-bas pendant 2 semaines, toutes les 5 semaines, 6 semaines. Ouais, c'est ça. Après, pour les jeunes qui y rentrent jeunes, 13-14 ans, c'est internat, donc qu'ils soient en entreprise ou à l'école, ils restent au sein des compagnons. Nous, on était plus vieux avec des plus jeunes, mais pendant les périodes d'entreprise, on rentrait chez nous, tandis que les autres enfants, eux, rentraient à la maison des compagnons. Est-ce que il y a aussi on dit sur les compagnons qu'une fois que tu as fait les compagnons, tu restes compagnon? Est-ce que vous vous sentez toujours compagnon? Du tout. Non. Du tout. Il y a cet esprit. Certaines personnes, il en faut de toute façon pour transmettre, c'est bien. Moi, après, j'ai pas forcément adhéré à tout leur protocole, tous leurs codes. Je suis arrivé aux compagnons, j'avais 21 ans, c'est peut-être un peu tard par rapport à des jeunes qui rentrent à 13-14 ans, qui vont entre guillemets formater. Oui, il y a ça été enrôlé encore. J'ai pas été enrôlé, exactement. On m'a proposé de faire le tour, mais t'as 21 ans, t'as une vie à côté. C'est ça. Plus compliqué pour se lancer dans ce genre de projet, mais non, il y en a qui restent et c'est très bien parce que les anciens sont là pour transmettre. Hein. On peut voir des personnes de 40, 50, 60, 70 ans venir intervenir sur des sujets spécifiques et tu sens que c'est une passion, quoi. Ils transmettent avec envie et fierté. Compagnons dans l'âme, quoi. Compagnons dans l'âme. Ouais. Je voulais juste... tu parlais beaucoup d'échecs tout à l'heure. Est-ce que, du coup, c'est pas aussi ça qui forge ta réussite d'aujourd'hui? Enfin, ton épanouissement d'aujourd'hui? Si, je pense que le fait d'avoir connu des échecs, aujourd'hui, tu sais peut-être plus saisir ça ou apprécier ça? Ouais, je pense que ça en fait partie. Honnêtement, l'échec, pour moi, c'est pas quelque chose de mal. Il faut le voir d'une bonne façon. L'échec, sauf si tu rebondis pas, mais et que tu t'accables sur ton sort. Mais l'échec, pour moi, c'est bien, c'est bénéfique. Ça te permet c'est un apprentissage. Tu rebondis, tu fais d'autres expériences. C'est ça, c'est plutôt une expérience qu'un échec. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est vu comme un échec pour certains. Ton entourage, peut-être aussi. Peut-être, ouais. Après, pas forcément trop écouter l'entourage là-dessus, mais. Non, moi je dis que c'est des échecs, mais ces échecs m'ont été bénéfiques et m'ont servi. Aujourd'hui, je suis épanoui dans ce que je fais et j'aimerais même, si possible, transmettre à mon tour ce que je fais. Malheureusement, il y a de moins en moins de jeunes. Il y a un enjeu là. Faut renouveler un peu les équipes. Il faut renouveler. Honnêtement, il y a de plus en plus d'anciens et de départs en retraite, moins en moins de rentrées. Et pas parce que les postes ferment, juste parce qu'il n'y a personne au portillon, parce en fait. Parce qu'il n'y a pas de jeunes qui veulent le faire. Je comprends que ça soit salissant, bruyant, dangereux, mais c'est des beaux métiers où vous êtes autonome, où vous faites de belles choses, vous réalisez des choses concrètes. Ça permet pas mal de choses. Vous pouvez travailler dehors, dedans, vous pouvez voyager avec votre métier. Moi, j'ai eu l'occasion de partir, travailler dans un autre pays. Donc, non, franchement, allez-y, foncez. N'écoutez pas vos parents, forcément, si, écoutez-les, mais quand ils vous disent... mais pas trop non plus, quoi. Quand ils vous disent... ça dépend quel âge t'as. Évidemment, quand ils vous disent faites des études, si vous savez déjà à peu près ce que vous voulez faire et que vous voulez essayez, faites. Honnêtement, faut se tromper, faut échouer et après, vous allez rebondir. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Rebondir. Je trouve que c'est un super mot de presque fin, de pouvoir finir sur vos parcours, le fait d'avoir essayé, réussi à certains moments, pas réussi à d'autres, avoir su décider et puis changer de voie, recommencer pour finalement en être là aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Pas de problème. C'est super. Merci à vous. Et avant de se diriger vers la fin de l'émission, on va laisser la parole à Flo pour la... La chronique surprise. Je rigole parce que à chaque fois, du coup, comme c'est une chronique surprise, à chaque fois le jingle est différent. Et là, merci Mathieu pour m'avoir aidé à préparer ce jingle. Sympathique. Donc, bonjour messieurs, dames. Enfin, bonjour. C'est pas que je viens d'arriver, mais j'ai essayé de participer un peu quand même à l'épisode. Donc, bonjour, c'est plus une formule d'introduction, quoi. C'est pour dire que je commence ma chronique. Bon, voilà, j'ai perdu du temps, ça tombe bien, j'avais pas vraiment d'intro.
Aujourd'hui, on parle bois et métal. Amélie, toi, ton truc, c'est le bois. Oui. C'est ça. Ok. Quentin, toi, c'est plutôt le métal. Ouais. Ok, ça tombe bien. Moi aussi, j'aime bien le métal. Je suis déjà allé au Hellfest. C'est vraiment énorme. Les décors sont fous, les concerts incroyables, sans parler de l'ambiance. Donc, pour parler métal, je vous propose un petit jeu. Ok. Je vais vous donner des noms de groupes de métal et vous devez me dire s'ils existent ou pas. Oh, Ok. Très dur. ça va être chouette. Alors, c'est parti. Les jeunes filles de l'enfer. De fer, pardon. Excusez-moi. Les jeunes filles de fer. Ça existe. J'ai envie de dire oui. Mhm. Ok, oui. Ça c'est- sonne bien. C'est Iron Maiden. Ah, ouais. In English. D'accord. Euh, Ok. I got it. T'avais pas Ah prévenu. ouais, C'est un voilà, jeu, il y c'est un avait jeu, des c'est un jeu. pièges, il y avait des pièges. Putain de guerre. Fucking War. Ça sonne bien. Oui, On va oui. faire tous les trucs en anglais finalement. Alors pas à ma connaissance, c'est une BD de Tardy, Ah oui. l'auteur dont tu nous as parlé la dernière fois. Voilà, il y a du lien entre les épisodes en plus. Oh là Trop là. bien. les petites- Mort au napalm. Napalm Death. Et oui, bien joué. C'est un groupe de métal, Napalm Death. Je connais pas. Nombre de corps. Nombre Non. de corps. Aucune pas. idée. Non. Body Count. C'est un groupe de métal. Oh. Tout à fait. Rapide et furieux. Bah oui. Ouais. Hmm. Tu connais? Fast. C'est un film. Mm. Fast and Furious. Fast and Furious. C'est un Il film. y a une super BO, ça se trouve, c'est Oui, oui, ça- ça, non. Donc non, c'est pas un groupe de C'est métal. Vin Diesel. ça me parlait. Il y a du métal hein, dans les voitures. C'est vrai. Vin Diesel. Et... Et je fais le diesel. Vaginalement motocultable. Vaginal Purulence. Vaginal Purulence, mais c'est pas. Tais-toi. Ah, quoi? Je vais répondre. C'est un jeu. Donc non, ça c'est pas. Mais il y a un vrai groupe qui s'appelle Et Vaginal donc Purulence. vaginal purulence. Groupe angevin. Merci Mathieu d'avoir flingué la suite. Oh merde. Bah, quoi, bah. On peut pas être au courant. Oui, c'est donc un vrai même groupe temps, de la- métal en juin. La dernière fois qu'il s'est spoilé sur une chronique, on lui a dit qu'il fallait arrêter d'aller les voir en avance. Donc il C'est vrai. respecte. Oui. Il respecte. Mais c'est pour ça que je les mets pas en ligne, moi. Ouais. Comme ça, je suis sûr qu'il va pas les voir. T'as raison. Allez, encore deux. As de trèfle. Bon, métal, c'est. Non, c'est. Oui, Non. c'est un groupe de musique, mais Oui, pas de mais pas métal, de métal. en effet. Et la reine de l'âge de pierre. Non plus. Non plus. Queen of the Stone Age. C'est pas vraiment du métal, mais c'est du hard Ah, rock. c'est un groupe qui existe. Ouais, Ouais, on peut Queen of dire, the Stone on peut Age. Voilà, bravo, quand même, vous avez été bons. Mm. Félicitations. On a essayé. Bravo, merci à tous. Je finirai juste par une petite anecdote sur le Hellfest. Je disais que j'y étais allé. Ouais. Moi, j'ai un souvenir incroyable de là-bas où je vois deux métalleux bien costauds, bien bourrus, un torse nu avec la grosse barbe et l'autre tatoué de partout. Les mecs se voient pas, ils se rentrent dedans et ils font tomber leur pichet de bière. Et là, tu te dis, ah, Qu'est-ce qui va se catastrophe, passer? tu gaspilles de la bière au Hellfest. Et en fait, les deux mecs se retrouvent l'un vers l'autre, s'excusent, se font un gros câlin et ils repartent au bar ensemble et ils reviennent avec chacun un pichet dans leurs mains, bras dessus, bras dessous. Et là, je me dis, mais c'est beau quoi. C'est ça la vie, c'est la camaraderie, comme on Magnifique. parlait tout à l'heure. Et voilà, je voulais transmettre cette anecdote qui, malgré les apparences de bourrin du C'est ça. métal, c'est quand même. Pas parce que t'es gros et que t'es barbu que t'es méchant. Voilà. Tu dis ça pour. Tu connais des gens qui correspondent à cette description? Voilà, merci de m'avoir laissé la parole. Merci Flo pour Merci, cette Merci. hommage à un style musical que j'affectionne tout particulièrement. C'est bien, on parlait musique et on arrive au moment des recommandations et bien souvent on a de la musique dans ces moments-là. Qui veut prendre la parole pour recommander à ceux qui nous écoutent un petit coup de cœur? Mathieu. Allez, je vais commencer. Donc, je vais recommander. J'ai déjà fait, je crois, sur la première émission, je crois. Nerlov, donc qui est un chanteur angevin, voilà, que j'avais déjà recommandé. Là, il vient de sortir un nouveau titre qui s'appelle Mon plus grand regret. C'est un titre très personnel sur le désir de devenir parent et les doutes que cela peut provoquer. Je vous invite vraiment à l'écouter. Pour la petite histoire, vous allez voir sur YouTube, il y a un clip. Vous verrez qu'il est entouré de sa famille. C'est sa famille qui fait partie du clip. Et il faut savoir qu'en fait, la famille a découvert les paroles à ce moment-là. En fait, ils étaient face caméra. Lui chantait. Ils ont découvert les paroles vraiment à l'enregistrement. Donc c'est vraiment quelque chose je trouve de fort, une belle émotion quand on est au courant de ça. Donc voilà, il y a un nouvel album qui est en préparation alors j'ai pas la date, mais ça devrait bientôt sortir. Et voilà, donc je vous invite vraiment à y aller. Donc Nerlov, Nerlov, donc n'hésitez pas. Une petite dédicace à Enola qui est une de ses fans.
Merci Mathieu. Quentin, est-ce que tu veux prendre la parole ? Oui, j'ai un artiste, moi c'est pas du tout en lien avec le métal ou T'as le droit. le rock. Hein. C'est très bien, c'est très bien. Moi c'est plus le rap et je vais parler de Nekfeu, Ouais. un artiste que j'ai beaucoup écouté. Et si je conseille à des gens qui veulent s'intéresser, c'est quand même quelqu'un qui a une belle plume. On n'est pas dans l'insulte, il y en a, mais on n'est pas que basé là-dessus. Il y a quand même un message et c'est profond dans les textes. Et il a fait un film justement avant la sortie de son dernier album. C'était un peu le film promotion de l'album où il expliquait en fait la galère que ça a été pour lui de réécrire un album. Les fans en voulaient sur lui après son album précédent. Et ça a été très dur pour lui et il l'a fait sous forme de film. Et en fait, on voit plus ou moins tous les enregistrements de chaque son de son dernier album. Et c'est sympa, je conseille. De la pression du coup du public. La pression du public, Okay. lui là qui n'avait pas forcément envie ou... Non, franchement, je conseille à regarder. Ok. Cool. Nos étoiles vagabondes. Ok. Pour Ouais. le titre de l'album. Oui, c'est le Et même le titre du film, je Ouais, crois. c'est ça, ouais, je crois. Merci Quentin. Amélie, une petite reco ? On sort un peu de la musique. Moi, c'est Ouais. plutôt un livre, un petit coup de cœur. Mon cœur a déménagé de Michel Bussy. C'est l'histoire d'une fille qui a vu son père tuer sa mère. Et elle va avoir envie d'enquêter là-dessus, de se venger. Et donc, elle grandit dans une famille d'accueil. Elle va se faire des amitiés très, très soudées. Et voilà, elle va vouloir enquêter sur ce meurtre et se venger. Et voilà, c'est une histoire d'amitié, d'amour, très passionnant. Merci beaucoup. On ira lire ça avec attention. Et Flo ? Moi, je vais reparler musique du coup, et Ouais. je reviens sur du rap aussi, mais en même temps un musicien angevin. Je fais un mélange entre les camarades. Cerbère, donc c'est un rappeur angevin qui a une très belle plume aussi d'ailleurs. Je sais pas si ça te parle. Du tout. Ouais, bah, je te le conseille vraiment si t'aimes bien ce style. Écoutez, ouais. Et je l'ai découvert récemment. Enfin, je connaissais de nom parce qu'il a fait des featuring avec d'autres groupes que je connaissais. Et je l'ai découvert il y a pas longtemps. Il a fait un concert conférence où il nous a fait plus d'1 heure sur l'histoire du hip-hop. Et il a une vraie grosse culture hip-hop en plus. Et ça donne encore plus de sens à ses textes. Donc je trouve ça hyper intéressant. C'est vraiment un super mec et super artiste. Donc n'hésitez pas à aller découvrir Cerbère, comme le nom du chien qui garde les enfers. Et toi, Vince ? Et moi j'avais envie, alors c'était pas voulu qu'on parle métalleux et métallo, notamment aujourd'hui, mais j'irai aussi du côté de la musique et du métal, c'est La Souris Déglinguée. Ah oui. Alors tu connais ? Ah, c'est vieux ça. Eh ben oui, en fait j'ai découvert ça parce que si j'ai bien tout compris, c'est Jean Envers, le parolier de Parabellum, Ok. qui a monté ce groupe-là, mais alors C'est bien je possible, crois ouais. que c'est années peut-être bien 80... 70-80, ouais. Ouais, un truc comme ça. Et vraiment, je suis tombé dessus et voilà, des fois, c'est pas facile de trouver des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Je crois que c'est un groupe peut-être qui a été un petit peu oublié ou Ouais, peu c'est connu, bien je sais pas. possible. Ouais. J'ai adoré, donc ceux qui sont amateurs de punk rock, faut y aller. C'est magique. Parfait. Merci, Vince. Eh bien voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. On était ravis de vous accueillir avec nous, Quentin, Amélie. On espère que vous êtes aussi contents que nous d'avoir fait cette route. Enfin, nous on l'a pas fait, mais bon, voilà. Merci de vous être déplacés jusqu'ici. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci, bisous. On se retrouvera le mois prochain avec Marie et on parlera gynécologie émotionnelle. Alors vous voyez que dans Un bruit qui court, on balaye vraiment tous les sujets et on a hâte de la rencontrer. À très bientôt, salut tout le monde.